Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Gemini et Digital Currency Group puisqu'on a eu un petit peu du nouveau sur cette histoire, on s'y attendait, enfin on l'attendait plutôt, et puis je vais vous expliquer pour l'instant les cas haussiers, les cas baissiers aussi, et puis voilà. Mais pour le moment, pour moi, c'est pas une très bonne news. On n'est pas nécessairement ici, on est capable de faire un nouveau plus haut, mais c'est vraiment pas une très bonne news, donc vous allez voir, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, toujours dans cette structure sur BTC, j'en profite pour vous dire de vous abonner, mettre un like, mettez-le maintenant, comme ça c'est fait, et voilà, c'est réglé. Et puis, activer la cloche de notification, etc., toute cette histoire, et venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. On est là sur ce gros range, un petit peu comme d'habitude sur BTC. Je vous ai mis ici les targets d'un double bottom qu'on a désormais cassé, qui est ici à 17,7, et target d'une ta-séance. Possible qu'on atteigne ces targets, mais pour moi, avant ça, on va potentiellement retester les 17K, voire éventuellement percer quelque chose, vous allez le voir. Là, en ce moment, on a cette news qui est pas très bonne. Powell vient de parler, il a pas dit grand-chose, pour moi, c'est pas la peine de... Ici, il a fait un discours en Suède, ils ont parlé de indépendance des banques centrales, ce genre de choses, voilà, pas de... vraiment rien de bien méchant ici. Maintenant, le problème qu'on a, c'est effectivement ce problème autour de Digital Currency Group. Donc on va d'abord décortiquer la news, et puis ensuite, du coup, je vais revenir au chartisme, parce que ici, on va voir que le fondamental dépend un petit peu du chartisme. Pour le moment, on est haussier. Pourquoi ? Parce il y a beaucoup de shorters qui shortent à la fois le discours de Powell et cette news. Donc du coup, il faut aller récupérer leur liquidité à minima au-dessus des 17,4 ici, vous le voyez. Soit on fait un tout... Je vais d'abord vous faire la news. On va peut-être ici plus avancer. Alors sur Gemini Earn Update, je pense pas que cette news ait été postée encore. Non, c'est pas le cas. Mais on a eu du nouveau sur le Twitter de Tyler et Cameron Winklevoss. Je rappelle le contexte. Concrètement, les frères Winklevoss sont les PDG et créateurs de Gemini. Gemini avait mis en sous-traitance le fait que, comment dire, la partie Earn de leur plateforme, Gemini c'est une plateforme, la partie Earn soit sous-traitée par Digital Currency Group via leur filiale Genesis. Genesis actuellement a des problèmes, ils ont dit maintenant plus de retrait, on arrête les retraits, et donc du coup les frères Winklevoss, donc Gemini, se sont retrouvés avec leurs clients finalement bloqués. Et à partir de là, on a eu une espèce de bataille sur Twitter. Et aujourd'hui, il y a eu un post d'une nouvelle lettre, donc une lettre ouverte, open letter, vers Barry Silbert, qui est le président de Digital Currency Group. Pourquoi c'est important ? Parce que Digital Currency Group a 600 000 BTC. 635 000. Donc du coup, si on arrivait ici à une faillite de ce groupe, bien évidemment, ça occasionnerait une force vendeuse. Le problème, c'est que c'est pas leur propre BTC, ils les ont en gestion. Donc du coup, la question, c'est est-ce que ce fonds est bloqué, donc du coup, vous pouvez pas ressortir ici, sauf à vendre des GBTC, mais personne, donc les Grayscale BTC, sauf que personne ne veut les vendre, puisque en ce moment, ils se négocient à la moitié du prix. Il y a certaines personnes, effectivement, qui sont vendeuses, mais il y a d'autres personnes qui sont qui ne sont pas vendeuses. Et donc du coup, ça crée un peu une situation un peu compliqué. Donc, ici, Tyler Winklevoss qui nous fait une lettre, et globalement, il dit, en fait, Genesis s'est mis dans un petit peu un trade sans fin, en renflouant les caisses, en fait, de Three Arrows Capital, qui a été, je vous rappelle, le premier dans ce château de cartes à tomber, On a eu d'abord Three Arrows Capital, puis Celsius, puis FTX, et ainsi de suite. Tout ça, il y a un grand château de cartes. Et bien, en fait, globalement, toute cette histoire se retrouve un petit peu en fait finalement ils obligeaient Three Arrows Capital à investir dans GBTC, donc tout l'argent qu'ils prêtaient à Three Arrows Capital finalement était réinvesti dans GBTC, donc quelque part en fait, pour faire vraiment très simple, c'était un petit peu une machine à imprimer de l'argent, on vous file de la thune, mais vous la mettez chez nous de manière à ce que de toute façon cette thune aujourd'hui, comme vous l'avez compris, elle est bloquée chez Digital Currency Group. Donc finalement ils ont filé 1 milliard d'un côté, c'est mets-moi dans la poche droite, je récupère dans la poche gauche, et voilà. Le problème que nous disent les frères Winklevoss, c'est qu'en faisant ça, ils ont mis les assets de leurs propres clients Le problème, c'est pas ce genre de trade. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ont mis les assets des clients de Gemini dans cette histoire, qu'aujourd'hui, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste que les clients de Gemini puissent récupérer tout simplement leur argent. Et pour le moment, ils disent, Barry Silbert refuse de leur rendre ces 900 millions de dollars.
Et donc du coup, il réclame en fait la démission pour faire simple, de Barry Silbert de GBTC. Donc ils ne sont pas ici, et c'est là que la news est pas trop mauvaise, en train de finalement aller au tribunal pour dire on va les mettre en liquidation, en Chapter 11, c'est-à-dire tu peux pas payer, je sais pas, un dépôt de bilan, je sais pas comment ça s'appelle, en insolvabilité, voilà, c'est-à-dire finalement tu peux pas me payer mes 900 millions, donc du coup je vais au tribunal. Pour l'instant, on en est qu'à la phase où il réclame la démission de Barry Silbert. Démission de Barry Silbert, on comprend ici, il y a des tenants, des aboutissants, il y a des tas de choses vraiment différentes qui nous disent que potentiellement il y a juste une petite guéguerre entre ceux-là, mais il y a aussi une guéguerre d'influence sur ces fameux 640 000 BTC, vous l'avez compris. Donc voilà, ici je vous ai mis un petit peu dans le contexte. Cette news, elle est baissière, mais haussière, comme je vous le dis, parce qu'il faut d'abord liquider un peu du shorter. Est-ce que vraiment ça va créer une vente au spot ou pas? C'est un petit peu la question déjà. Et pour moi, pas nécessairement. Par contre, ça pourrait nous engendrer un retest des 17K. Voilà, pour moi, c'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses. On ne va pas nécessairement retourner ici, même si c'est une possibilité. Vous voyez ici qu'on a une target baissière qui est celle-ci. Finalement, est-ce que tout ce qu'on regarde là n'est pas juste le B de cette descente-là? C'est-à-dire que là, on a un B qui va venir dans la zone, peut-être toucher ces targets-là, par exemple. Et puis ensuite, on aura un retournement pour potentiellement venir faire un 1 pour 1. Alors, soit ça, c'est un biseau, du coup, on aurait une target de 15,9. Soit, donc là, je vous donne le cas baissier. Ici, on a ce flag. Voilà, vous le voyez ici. Donc, je prends le mât, je le reporte au point de cassure. Et admettons que ça casse, je sais pas moi, par ici. Là, que ça n'a pas cassé, donc on peut pas vraiment dire. Venir éventuellement retester ce bottom des 15,4. Ça, c'est la partie baissière. C'est-à-dire, oui, effectivement, ça engendre une vente au spot. Pour moi, le fait qu'ils réclament juste la démission, le fait qu'il n'y ait pas de solution est une mauvaise news, parce qu'ils auraient pu aussi s'asseoir à table, discuter et puis trouver une solution. Le cas haussier, maintenant, c'est pour moi, il y aura une petite baisse sur cette news. Maintenant, encore une fois, il faut d'abord qu'on se débarrasse des shorters. Donc moi, personnellement, je suis pour le moment en longue. Et mon TP, en fait, il est juste au-dessus, ici. Donc là, il est probablement en train d'être pris dans pas très longtemps. Mon TP, il est à peu près par là, c'est-à-dire un retest ici de ce flag à la hausse, d'accord. Maintenant, on parle ici de mouvements de à peine quelques centaines de dollars. Donc du coup, c'est pas forcément ce qui intéresse, je pense, les visiteurs de la chaîne. Ensuite, on a quoi en target dans ce qu'on visualise ici qui pourrait nous dire que les 17K derrière pourraient tenir. Donc là déjà vous comprenez que je fomente une première possibilité qui est qu'on fasse ça en fait par rapport à tout, qu'on vienne revalider cette histoire là et a priori que pour le moment, surtout si on a un CPI qui est correct. Le CPI aussi pourrait nous amener cette volatilité juste avant, c'est-à-dire qu'on pourrait nettoyer du long avant ça. Donc un retest du bas du ISO une fois qu'on aura fait le boulot ici en haut. Après, on reprend ici sur les targets haussières, et là je vous ai mis les deux figures chartistes qu'on a sous les yeux. Finalement, on a ici un double bottom, les targets sont à peu près les mêmes. Double bottom, vous le voyez, ce W qui a cassé ici. Maintenant, on a dans l'idée de venir éventuellement le retester. Quel est le pourcentage de retest sur un double bottom? Il est de 68%. Donc, vous comprenez que ça met du monde ici. Ça veut dire que ça augmente les possibilités de venir refaire un tour autour des 17 000 $. Deuxième chose, sur un double bottom, en général, la sortie, elle est haussière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé, on a quand même énormément de sorties haussières, donc ça, c'est une super figure chartiste par rapport à ça, et en général, on a une baisse des volumes sur le second bottom. Alors là, on peut voir que, effectivement, on a un peu moins de volume ici que là, donc ça tient par rapport à ça. Donc ça, c'est vu, vous l'avez compris, figure chartiste vraiment plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup trader les double bottom. La ta séance, j'aime un peu moins les trader, mais c'est une figure plutôt sympa aussi. Vous voyez que c'est une figure dans laquelle on a une hausse préalable. Donc là, en l'occurrence sur... Excusez-moi, je vous enlève un petit peu, je vous nettoie un petit peu. Là, en l'occurrence, on l'a pas. Ça arrive qu'on ne l'ait pas. La tasse doit faire moins de 50% de la once. Là, c'est le cas. Vous voyez que... Enfin, la tasse doit faire 200% en fait de la once, et là c'est le cas, je vous ai calculé ça, et effectivement on est dedans. Donc ça s'appelle une guideline, c'est-à-dire que vous ne validez pas une figure, enfin les probabilités d'une figure ne sont pas validées si ça c'est pas le cas. Pullback 74%, donc c'est une figure qui pullback assez souvent. 80% de sortie haussière, donc c'est effectivement une figure qui est plutôt haussière et ça marche plutôt bien. 49% des targets touchés, si ici là vous voyez par contre ça c'est pas génial, ça veut dire que les targets vont pas toujours toucher. Voilà, 49%. Et deuxième chose également, si
Si vous divisez votre objectif par 2, donc là on y serait en gros, vous augmentez vos chances à 73% de toucher votre target. Toutes ces targets, elles sont ici issues d'un bouquin dont le lien est en description de la vidéo, toutes ces probabilités que vous pouvez acheter sur Amazon. Si vous voulez le faire en utilisant le lien de la chaîne, c'est pas plus mal puisque ça rapporte un petit quelque chose à la chaîne. Derrière tout ça, CPI après-demain. La grosse réponse, effectivement, je pense que là on aura notre réponse. Est-ce qu'on revient retester les 16 voire les 15,4 comme je vous ai dit tout à l'heure? Si le CPI est haussier, pour l'instant on a un consensus qui nous dit quoi? Je vous en ai déjà parlé, le consensus nous dit 6,6 pour le year over year, et en fait une inflation à 0 pour le mois par mois, c'est-à-dire que l'inflation ce mois-ci commencerait à stagner. On voit quand même les bénéfices de la politique de la Fed, c'est-à-dire qu'effectivement on voit même en Europe, etc., que on a quand même ici, comment dire, des prix qui commencent à plomber, donc peut-être que ça sera le cas. On va regarder, je ferai une vidéo vraiment dédiée sur la Fed demain. Qu'en pense le marché? Là pour le moment on regarde pas le CPI, mais on regarde plutôt qu'est-ce que va dire la Fed, puisqu'on regarde le 1er février, il y aura un meeting de la Fed, 80% pensent qu'on aura un 0,25 au 1er février. Et puis qu'est-ce que nous dit Truflation, qui est un indice qui agrègue les prix comment dire, à la consommation, c'est-à-dire tout simplement une application, une API qui engrange des millions de sites de vente en ligne et qui regarde si ça baisse ou si ça monte, voilà, qui essaye de voir ici. Qu'est-ce qu'on voit là quand on zoome un petit peu? On voit qu'il y a quand même une sorte de plateau, d'accord? Mais je vais faire la vidéo dédiée demain. Mais attendez-vous quand même à de l'habilité, de la volatilité, au moins déjà pour demain, parce que la veille du CPI, qui est quand même une news majeure, on aura éventuellement des choses. Je ferai vraiment une vidéo demain dédiée au CPI, je voulais la faire aujourd'hui, mais on a eu cette news sur les frères Winklevoss, donc du coup, je préfère ici potentiellement vous donner, voilà, plutôt de la bonne, enfin de l'info du jour, plutôt que, voilà. Mais globalement, on voit un petit plateau quand même. Pourquoi on voit ce petit plateau? Et ça, je le déroulerai un peu plus demain. Parce que auparavant, donc là on regarde l'inflation, ouais. Auparavant, en fait, on était sur des mois, donc si on regarde le mois, effectivement, on était sur des mois sur lesquels on avait eu des augmentations il y a un an plutôt sévères. Mais je vous ferai vraiment une vidéo dédiée demain là-dessus, on va passer pour l'instant sur ce sujet-là, et on va retourner faire tout simplement les news. Stablecoin dominance, et bien si on regarde le 15 minutes, c'est pas mal, au sens où on a eu ici, on a dit attention là dans cette zone parce qu'il y avait peut-être une épaule tête-épaule inversée, elle n'a pas cassé, vous le voyez, donc ça on peut le sortir, effectivement, tac, ça peut pour l'instant dégager, on va garder la ligne de coup parce que assez souvent les lignes de coup en fait finalement jouent un peu plus tard dans le futur, et là pour l'instant le prix est en train de dévisser de ce côté-là. Attention éventuellement à ne pas activer là-dessus un double bottom. On veut que la stablecoin dominance, vous le comprenez, elle soit baissière. Ici, même chose, on a perdu ce flag, c'est plutôt une bonne chose. Attention à ce que ça ne soit pas une déviation et qu'on ne réintègre pas tout ça. Voilà, pour l'instant, les signaux sont plutôt haussiers sur la stablecoin dominance. Ensuite, sur Ethereum, je vous ai fait là quand même une bonne partie de l'analyse chartiste sur BTC. Sur Ethereum, moi je dirais que le retest des 3350 va être primordial. On en a déjà parlé hier aussi en fait, tout ça, regardez la vidéo d'hier, elle est je pense assez complète sur la partie chartiste. Donc sur Ethereum, le retest ici des 1350 va être crucial. Si jamais on arrive à dépasser les 1350, à ce moment-là, double bottom avec une target de 1672. On pourrait dans le même temps casser un bull flag, un vieux bull flag, donc pour moi quand ils sont un peu vieux, j'ai tendance à moins les considérer, mais cependant il est là. Un vieux bull flag qui nous dirait qu'en fait Ethereum va potentiellement faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire une ABC de correction haussière. Pour le moment on est en tendance baissière, donc les corrections sont haussières, comme ceci globalement, voilà, quelque chose comme ça, qui nous emmènerait à peu près aux 2159 $, pourquoi pas. Ensuite... du coup, les événements qui pourraient être baissiers sur Ethereum, c'est bien entendu, du coup, ici, venir juste faire une touchette en haut de ce bear flag qu'on doit absolument casser haussier, ici, d'accord? C'est-à-dire, en fait, ou même se faire rejeter ici dans la zone par les 1350. Donc, soit on vient toucher ici les 1465 et éventuellement, comme je vous le disais, toucher la première target du double bottom. Ce
qui voudrait dire potentiellement, excusez-moi, rester dans ce flag pendant un moment un peu plus longtemps, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, jusqu'à grinder la target. C'est un peu ce que nous fait en ce moment BTC en time frame 5 minutes. Je vais vous le montrer, je vais vous montrer après une time frame beaucoup plus précise sur BTC pour qu'on puisse essayer de voir où est-ce qu'on pourrait évoluer demain. Donc target baissière sur Ether, les 1000 $, target haussière sur Ether, les 2000 $, excusez-moi, mais du coup c'est des chiffres assez ronds, mais 900 $ et 2136. On va faire le sentiment rapidement. Nouvel outil nouvel outil, non, c'est pas nouveau, mais un outil que j'utilise pas mal en ce moment, c'est les liquidation levels. Vous mettez en time frame 1 minute, vous avez cet indicateur-là qui s'appelle Liquidation Levels, et en gros, il va venir vous dire où sont les niveaux de liquidation. Donc là, je vous fais du coup l'analyse sur la time frame 5 minutes en Bitcoin. Voilà, pour moi, l'intérêt ici, éventuellement, du prix, ça serait de venir chercher les stops qui sont au-dessus de ces positions-là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, comprenez ici, et je vais faire une vidéo du coup un peu plus longue que prévu, mais on a un point ici à faire assez important. Comprenez ici que ces gens-là, je vais trouver le stylo déjà, ces gens-là par exemple, qui sont rentrés en position ici, et vous voyez que là le prix, il est un peu plus près de eux que de eux, d'accord? Ces gens-là, c'est pas des abrutis. Quand vous tradez avec 1 ou 2 millions de $, vous n'êtes pas un abruti. Vous avez nécessairement ici mis un stop sur ce niveau-là, d'accord? Si votre scénario baissier, il se concrétise, et en gros, et eux, ils font du risk management aussi. Tout le monde croit que les liquidations en levier x50, x100, c'est des gens qui sont complètement degen, qui sont complètement dégénérés. C'est pas vrai. C'est des gens qui savent trader. À partir du moment où ils ont fait 1 million de $, ils savent exactement ce qu'ils font. Donc, concrètement, ils ont ici une partie de leurs stops qui sont enclenchés, d'accord? Le but du prix là, ça va éventuellement de venir chercher les stops de ces mecs-là. Et potentiellement, on peut imaginer que ce mec-là, par exemple, 17 379, et il y en a peut-être d'autres très légèrement au-dessus, ont également, eux, pour le coup, fait un trade un peu plus degen, c'est-à-dire, je mets vraiment mon prix de liquidation juste au-dessus. Donc là, la psychologie éventuelle du prix, c'est de venir chercher cette target-là, ce qui n'est pas tout à fait sûr, hein, bien entendu. Venir chercher cette target-là et venir éventuellement, bien entendu, prendre les stops de ces gens-là. Et c'est pour ça que vous ne devez pas regarder uniquement les prix de liquidation, mais vous devez regarder où sont placés potentiellement les stop-loss de ces gens-là. Donc, comprenez bien ici que l'idée, elle est tout à fait là-dedans, c'est-à-dire de dire, bon, où est-ce qu'on en est entre le niveau du prix, ces mecs-là et ces mecs-là? Où est le stop de ces mecs-là? Potentiellement, il est ici. Je vous rappelle que c'est des trades qui sont des trades globalement plutôt degen. Donc, du coup, ça veut dire, plutôt degen, non, qui sont relativement risqués. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a quand même une bonne chance que ces gens-là aient mis leur stop ici sous le dernier plus bas ou légèrement en dessous. C'est ça qui crée les déviations. Et donc, du coup, voilà, c'est très important pour moi de comprendre ça dans l'idée. Ensuite, voilà, je voulais faire cet aparté là sur les liquidations. C'est pour ça que nous, on va voir en général ce point-là et on regarde où pourraient être placés les stops en time frame 5 minutes. C'est ça qu'on fait en fait dans toute cette analyse-là, d'accord? Ensuite, on va du coup faire ce job-là. On va faire un refresh parce que là, ça n'a pas l'air très joli. Il y a des petits points qui manquent. Liquidation, qu'est-ce qu'on a fait hier? On est venu chercher notre borne basse ici. Globalement, entre-temps, ça s'est construit un peu sur du long ici, mais ça a été nettoyé ensuite. Ensuite, on s'est construit sur du short à partir de là. On a pris ce niveau-là. Pour moi, ce niveau-là aussi, il est nettoyé. Et là, on a commencé à shorter. Donc, on aura potentiellement un niveau à nettoyer ici. C'est celui dont je vous parle actuellement. C'est pour ça que là, ce que je vous ai montré de manière plus graphique, voilà, ce qui pouvait éventuellement se passer. Ici, on déleverage tout simplement énormément de longueur, mais ce faisant, parce que la demande au spot se retourne, on ne veut plus du BTC au spot ici, en faisant un superbe biseau en élargissement descendant. Ici, on se reprend en intégrant du long, donc on peut estimer que là, il y aura un point de long à prendre aux 17 118 $, c'est-à-dire très exactement ici. Donc ça, c'est un point de long, ok. Vous voyez que depuis, le prix a été longué tout le long. Ici, on réveille les shorters. Les shorters sont à partir de là. Qu'est-ce que fait le prix? Il va revenir éventuellement ici sur cette résistance, rebondir dessus et venir chercher les shorters. Donc potentiellement, on a un nouveau point de short. Pour le moment, on est toujours shorté. Vous voyez qu'ici on est extrêmement shorté, l'open interest il augmente fortement, le funding diminue, donc beaucoup de nouveaux contrats qui sont ouverts se font sur du short puisque ça fait diminuer le funding. Donc pour moi il y a un niveau de short ici à prendre évident.
On va sauver, on va faire Ether, qui doit être à peu près dans la même config. Alors, Ether, on est un peu plus long ici depuis quelques jours, hein. Vous voyez qu'on ne touche pas des zones de funding négatifs. Pourquoi j'ai rien, j'ai pas de... Ah voilà, ok. Et ben on a été un peu plus long, et c'est justement ce qu'on voit d'ailleurs. On a fait du short à partir de là, ça a été nettoyé. On a relong à partir d'ici, pour moi ça a été nettoyé aussi, parce qu'on va retrouver je pense ce niveau plus tard. Ici, un gros long qui s'ouvre, on est re-short à partir d'ici. Donc comprenez bien, ici on ne regarde pas des prix de liquidation, on regarde des stop loss. Mais pour moi, voilà, ce mouvement de long, il a été quand même relativement nettoyé. On va le mettre en trétillé. Pour moi, sur Ether, on n'a pas nécessairement besoin ici de venir reprendre ce point-là. C'est moins évident. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le prix descend, donc on ferme finalement du shorter, ça fait remonter le funding. Donc on n'a pas pour moi un mouvement évident de longueur à prendre ici, mais il y en a quand même dans le lot, donc on va mettre un point à prendre à partir de là, d'accord? Et puis ensuite, qu'est-ce que fait le prix? Ben, on est short à partir de là, vous le voyez, le funding descend, le nombre de contrats en circulation qui augmente. On est short à partir de là, et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on vient du coup short squeezer un petit peu tout ce mouvement. Là, on est re-short à partir d'ici. Et pour le moment, on est un tout petit peu long à partir de là. Donc pour moi, le niveau relativement évident potentiellement sur Ether, il a déjà été pris ici et potentiellement il a déjà été pris là. Donc Ether a fait le boulot. Il pourrait faire un plus haut sur fond de Bitcoin qui peut-être augmente. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ce sont des potentialités. On voit par contre une demande au spot qui reprend. Donc ça pourrait aider ce mouvement-là à venir, c'est-à-dire beaucoup d'acheteurs là sur cette baisse. Enfin, sur cette baisse, non, sur cette hausse très légèrement, voilà, très légèrement en biseau ascendant ou en bear flag, voilà, à voir selon vous ce que vous voulez y voir. Bon, ensuite, donc du coup, vous avez compris ici la psychologie de la prise de short et long, et la prise surtout plus que leur point de liquidation, leur stop loss. Ces gens-là ne sont pas des abrutis. Se faire liquider, ça coûte de l'argent, donc je voulais vraiment faire ici ce point-là. Là, ce qu'on regarde, par exemple, ce ne sont pas nécessairement ici les prix de liquidation, mais c'est quand même une bonne potentialité de qui et où est-ce qu'on pourrait liquider ces mecs-là. Donc ici, vous voyez qu'on avait commencé à, sur ce mouvement-là, à nettoyer du long. Pour le moment, on ne le fait pas. Et on commence à engranger de plus en plus de monde, ce qui m'amène à penser encore une fois qu'on va potentiellement ici, à un moment donné, calmer ce mouvement et aller vers les 17 000 $. Je peux pas vous faire Ethereum parce que j'ai un problème avec iBlock, je leur ai écrit. Je peux pas vous faire les poches de liquidité sur Ethereum, et ça on doit pouvoir le faire par contre. Là, on a les endroits de liquidation potentiels en 12 heures. Vous voyez que ici, on a les 17 475, hein, le prix est pas très loin. Vous voyez que ici aussi on a la poche qui est juste en dessous, ça c'est sur les 12 dernières heures qui est rentré en position. Donc vous voyez que sur les 12 dernières heures on a rentré beaucoup plus de shorter que de longueur. Ça revient à faire deux fois la même analyse, là ce que je vous montre, mais là au moins je trouve qu'il y a une manière plus graphique de le voir. Ici on voit aussi une forte zone au 16,6, donc attention à ça. Ça irait plutôt dans le sens de dire on pourrait éventuellement venir chercher ces mecs là. Quand on regarde là un mois, en fait, finalement, on est en train, là, ici, d'aller chercher toute cette bande, hein, là, au niveau des squeezes. Finalement, cette bande des 16,6, elle apparaît comme sporadique. Une bande des 1600 qui apparaît plutôt importante. Une bande au 13,8 qui apparaît plutôt importante aussi. Pour moi, les 13,8 seront potentiellement le bottom ultime. Je n'en sais rien. Encore une fois, c'est mon avis. Mais je pense qu'avant, on pourra venir plutôt grinder la zone des 20 000. Et ici, 18, vous voyez qu'on a jauni depuis le 5 janvier. Là, ça fait 4-5 jours qu'on est en train de jaunir la zone des 18,5. Donc, mon scénario privilégié, on va se remettre sur Bitcoin. On va enlever les niveaux de liquidation. Hop. Et on va repasser en 6 heures, par exemple. Mon scénario privilégié, c'est potentiellement là un dernier grind de ce point-là, et puis s'en va. Un retest des 17, hein, d'accord. Ensuite, pas forcément ici, dégager sous cette ligne de coup. En tout cas, ça serait le scénario le plus bull, on va dire. Et éventuellement, revenir rejouer ici avec cette borne-là dans un premier temps. Si jamais on casse cette borne-là, on active des targets haussières beaucoup plus hautes.
potentiellement même revenir au 18 515. Si jamais on casse cette borne-là, on arrive à des targets beaucoup plus hausses. Tout ça dépend bien entendu du CPI qu'on aura dans 2 jours. Comprenez bien que si on a un CPI qui nous dit l'inflation elle est énorme ce mois-ci, bien évidemment on va dégager en bas. On aura d'abord des shorters, donc on pourrait potentiellement faire un mouvement un peu comme ça dans les deux sens et puis finalement dégager en bas par exemple. Bon bref, si jamais on dépasse ici pour moi cette ligne-là que je vous ai mise ici, on active des targets haussières assez importantes qui pourraient éventuellement nous emmener un peu plus haut, c'est-à-dire vers ce fameux point de liquidation qu'on a plutôt autour des 22-23 000 $, notamment potentiellement prendre ce nouveau plus haut, mais on n'est pas du tout encore en train de parler de ça. Pour le moment, on est à 17, on parle de valider un retest des 17K. Si on perd ici ce niveau et qu'on ne le valide pas, bien évidemment, vous comprenez que tout ça part à la poubelle au niveau des targets chartistes haussières. Et en fait, encore une fois, je me répète, mais tout ce qu'on regardait là, c'était simplement le B de ça, d'accord? Donc la zone de correction, le retour logique finalement peut-être même en zone de rechargement de vente, c'est-à-dire une A, une B, et puis derrière une C, plus importante peut-être que la A, ou tout simplement un double bottom ici. Après voilà, tout ça, c'est le prix qui nous le dira. Voilà pour moi. Je pense avoir fait le tour. Demain, vidéo donc dédiée au CPI. Je vous ai quand même fait un petit point aujourd'hui parce que pour moi, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu dans les tuyaux déjà. C'est quelque chose qui commence à faire le prix. Discours de Powell aujourd'hui, j'ai regardé vite fait d'un coin de l'œil, mais il a pour moi pas dit grand-chose. Il était en Suède, il a parlé de choses et d'autres. Le marché a un peu flippé au moment où il a commencé à parler. Et finalement, quand son intervention de discours, là il est peut-être encore dans le Q&A, mais quand son intervention de discours a été finie, il s'est plus ou moins repris. J'ai pas vu de substantialité, enfin de choses relativement énormes par rapport au fait qu'il fasse son discours. Comprenez bien ici que, je vous l'ai expliqué, les figures chartistes nous disent que ça peut être haussier, mais assez souvent, elles font leur pullback. Donc peut-être, si la structure vous donne ici, par exemple, en bas de ce pullback, un flag, quelque chose d'assez sympa. Pardon, excusez-moi, je vais vous le refaire. Voilà. Si la structure vous donne ici, par exemple, plutôt un double bottom, quelque chose, un petit range qui casse en haut, qui veut casser en haut, etc. et finalement un W à partir de ce moment-là, entrez dans un trade pour finalement aller chercher à nouveau, une nouvelle fois, ces targets-là de 17 662. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'ai 2 tutoriels qui sont dans les tuyaux sur les figures chartistes aussi, avec trading en live de ces figures, donc c'est intéressant de voir le trade management aussi et tout ça. De ces figures, j'en ai posté une sur les bull flags, elle n'a pas fait beaucoup de vues et c'est dommage, elle est effectivement longue, elle fait une petite 50 minutes. Mais allez voir les tutos, c'est dommage. Et notamment en fin de vidéo, là, vous avez un tuto sur le risk management qui pour moi est fondamental. Si vous voulez commencer à trader, si vous voulez faire quoi que ce soit autour du trading, si vous vous intéressez au trading, allez voir en premier lieu ce tuto parce que c'est la pierre angulaire de la chaîne et c'est vraiment des techniques que vous devez absolument intégrer et adopter. Sinon, vous n'aurez pas un trading consistant. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai pour habitude en fin de vidéo quotidienne de poser une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, la question du jour, elle sera sur la photo. Est-ce que vous êtes fan, et c'est mon cas, de photos analogiques, c'est-à-dire les vieux appareils et les vieux que vous développez vous-même en noir et blanc, etc. J'ai pas le temps d'en faire en ce moment, malheureusement, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, est-ce que c'est le cas pour vous? Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.